La bête humaine. Un livre écrit par Émile Zola. Chapitre 1. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle, d'un tel poussier que la chaleur était suffocante, et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s'y accouda. C'était impasse d'Amsterdam. Dans la dernière maison de droite, une haute maison où la Compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre, au 5e, à l'angle du toit mansardé qui faisait retour, donnait sur la gare, cette tranchée large, trouant le quartier de l'Europe, tout un déroulement brusque de l'horizon, que semblait agrandir encore cet après-midi-là un ciel gris du milieu de février, d'un gris humide et tiède, traversé de soleil. En face, sous ce poudroiement de rayons, les maisons de la rue de Rome se brouillaient, s'effaçaient, légères. À gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants, aux vitrages enfumés, celles des grandes lignes, immenses, où l'œil plongeait et que le bâtiment de la poste et de la bouilloterie séparait des autres, plus petites, celles d'Argenteuil, de Versailles et de la Ceinture, tandis que le pont de l'Europe, à droite, coupait de son étoile de fer la tranchée que l'on voyait reparaître et filer au-delà, jusqu'au tunnel des Batignolles. Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont, se ramifiaient, s'écartaient en un éventail dont les branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. Les trois postes d'aiguilleurs, en avant des arches, montraient leurs petits jardins nus. Dans l'effacement confus des wagons et des machines encombrant les rails, un grand signal rouge tachait le jour pâle. Pendant un instant, Roubaud s'intéressa, comparant, songeant à sa gare du Havre. Chaque fois qu'il venait de la sorte passer un jour à Paris et qu'il descendait chez la mère Victoire, le métier le reprenait. Sous la marquise des grandes lignes, l'arrivée d'un train de Mantes avait animé les quais, et il suivit des yeux la machine de manœuvre, une petite machine tendeur aux trois roues basses et couplées, qui commençait le débranchement du train, alerte besogneuse, emmenant, refoulant les wagons sur les voies de remisage. Une autre machine, puissante celle-là, une machine d'express, aux deux grandes roues dévorantes, stationnait seule, lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire, montant droit, très lente dans l'air calme. Mais toute son attention fut prise par le train de 3h25, à destination de Caen, empli déjà de ses voyageurs et qui attendait sa machine. Il n'apercevait pas celle-ci. Arrêtée au-delà du pont de l'Europe, il l'entendait seulement demander la voie, à légers coups de sifflet pressés, en personne que l'impatience gagne. Un ordre fut crié. Elle répondit par un coup bref qu'elle avait compris. Puis, avant la mise en marche, il y eut un silence. Les purgeurs furent ouverts. La vapeur siffla au ras du sol en un jet assourdissant. Et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer. Tout un coin de l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de l'autre machine élargissaient leur voile noir. Derrière, s'étouffaient des sons prolongés de trompes, des cris de commandement, des secousses de plaques tournantes. Une déchirure se produisit. Il distingua, au fond, un train de Versailles et un train d'Auteuil, l'un montant, l'autre descendant, qui se croisaient. Comme Roubaud allait quitter la fenêtre, une voix qui prononçait son nom le fit se pencher. Et il reconnut, au-dessous, sur la terrasse du 4e, un jeune homme d'une trentaine d'années, Henri d'Auvergne, conducteur-chef, qui habitait là en compagnie de son père, chef adjoint des grandes lignes, et de ses sœurs, Claire et Sophie, deux blondes de 18 et 20 ans, adorables, menant le ménage avec les 6000 francs des deux hommes, au milieu d'un continuel éclat de gaieté. On entendait l'aîné rire pendant que la cadette chantait, et qu'une cage pleine d'oiseaux des îles rivalisait de roulades. « Tiens, monsieur Roubaud, vous êtes donc à Paris ? Ah oui, pour votre affaire avec le sous-préfet. » De nouveau accoudé, le sous-chef de gare expliqua qu'il avait dû quitter le Havre, le matin même, par l'express de 6h40. Un ordre du chef de l'exploitation l'appelait à Paris. On venait de le sermonner d'importance. Heureux encore de n'y avoir pas laissé sa place.